Konnichiwa, yokoso, irashaimase! Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 25e vidéo qui va être consacrée aux origines de la fameuse bataille de Sekigahara en l'an 1600, aussi connue comme étant la bataille qui décida de l'avenir du pays. Certains d'entre vous le savent certainement déjà, mais c'est Tokugawa Ieyasu, avec son armée de l'Est, qui en est sorti vainqueur face à l'armée de l'Ouest dirigée par Ishida Mitsunari. Cette victoire signa le début du règne du shogunat Tokugawa sur le Japon et donc le début de la période dite d'Edo qui durera pendant plus de 260 ans. Et aujourd'hui, nous allons voir les différents éléments qui ont déclenché cette bataille ainsi que le drama qui s'est joué en coulisses. La bataille en elle-même fera l'objet d'une seconde vidéo. Pour commencer, il faut savoir que le premier point de départ qui a mené à cette bataille est la mort du célèbre Toyotomi Hideyoshi en 1598, soit 2 ans auparavant. Il est donc également important de connaître la situation avant sa mort pour comprendre comment est née l'instabilité qui a mené à cette bataille. Même s'il est devenu le deuxième des 3 unificateurs du Japon, il faut savoir qu'au départ, Toyotomi Hideyoshi était un paysan sans aucun lien avec la noblesse. Mais malgré cela, il a su gravir les échelons petit à petit au service du célèbre Oda Nobunaga, premier grand unificateur du pays. Malgré ses origines prolétaires, Hideyoshi est parvenu à un statut de chargé des affaires politiques au nom de l'empereur, ce qui fut déjà une première dans l'histoire. Mais il lui sera impossible d'atteindre les plus hauts rangs de samouraï ou même devenir shogun à cause de ses origines non nobles. Malgré l'unification du Japon qu'il avait réussi à mettre en place, il était toujours préoccupé par l'ambition de certains seigneurs, qu'on appelle les daimyo. Et pour se protéger d'éventuelles tentatives de rébellion, il décida de faire en sorte que son statut actuel devienne le plus élevé du pays en se plaçant à la tête de 2 groupes qu'il aurait créés. Ils sont connus sous le nom de Gotailo, aussi appelés les 5 anciens, composés de 5 daimyo influents chargés de diriger et superviser la politique du pays, et du groupe Gobugyo, composé de 5 vassaux de Hideyoshi qui seront les bureaucrates chargés de la sécurité du pays. Ces 2 groupes formaient un bon équilibre et permettaient à l'administration Toyotomi de bien gérer le pays. Cependant, des divergences vont naître de ces 2 groupes à sa mort en 1598. Le testament de Hideyoshi était principalement destiné au groupe des Gotailo et leur demandait de protéger son fils de 6 ans, Hideyori, qui devait lui succéder. Il était aussi demandé de conserver la lignée Toyotomi dans son ensemble et de ne pas faire de mariage à but purement politique. Donc en attendant que son fils Hideyori grandisse et puisse assumer le rôle de son défunt père, ce seront les plus proches vassaux de Hideyoshi qui assureront l'intérim. Mais l'administration Toyotomi va commencer à vraiment se diviser en interne suite au décès d'un des membres du Gotailo, un certain Maeda Toshiie en 1599, qui était un peu le dernier lien qui unissait toutes les parties de l'administration Toyotomi. Donc une lutte silencieuse pour le siège de leader va commencer à partir de là. Et dans cette course, Tokugawa Ieyasu était considéré comme le meilleur candidat pour être le prochain leader car il gouverne une grande partie de la région de Kanto, donc tous les alentours de la ville d'Edo, l'ancienne Tokyo. Il avait une grande confiance en lui et s'était préparé à prendre la suite de Hideyoshi. D'ailleurs, il resta au château de Fushimi, au sud de Kyoto, pour garder ses fonctions au lieu de partir pour Edo, sa ville natale. Aussi, le deuxième prétendant dans les sondages était le défunt Maeda Toshiie. Même s'il n'était pas aussi puissant que Tokugawa Ieyasu, il était très proche de Toyotomi Hideyoshi et était globalement très populaire dans son entourage. D'ailleurs, c'est lui qui avait été désigné comme gardien de Hideyori, le fils de Hideyoshi, qui se trouve au château de Osaka. Et donc Maeda Toshiie envisageait de perpétrer la lignée des Toyotomi en tant que vassal de la prochaine génération, contrairement à Ieyasu. Donc la mort de Maeda en 1599 a rebattu les cartes et Ieyasu s'est retrouvé seul en tête pour prendre la suite. Donc Tokugawa Ieyasu, qui visiblement attendait son heure, ne s'est pas gêné pour commencer à en faire un peu qu'à sa tête, malgré qu'il soit toujours officiellement dans l'administration Toyotomi. Il va notamment commencer par ne pas respecter le testament de Toyotomi et va donc créer des liens par mariage avec des daimyo réputés comme Date Masamune et Fukushima Masanori. Son action a été provoquée par le fait qu'au fond, il éprouvait certainement une insatisfaction latente vis-à-vis de Toyotomi Hideyoshi. Et celui qui va tenter de s'opposer à cela est un membre des Gobukyo, un certain Ishida Mitsunari du château de Sawayama dans la région de Ōmi. C'était un fidèle parmi les fidèles à Toyotomi Hideyoshi et était aussi son petit protégé qu'il appréciait beaucoup.
Son souhait était de faire hériter le petit Hideyori et la lignée Toyotomi, tout comme le voulait aussi le défunt Maeda Toshihide. Soutenu par le fils du défunt Maeda, nommé Maeda Toshinaga, Ishida Mitsunari commença à dire à Tokugawa Ieyasu de stopper ses actions qui allaient à l'encontre du testament de Toyotomi Hideyoshi. Et il avait aussi le soutien des autres membres du Gotailo que sont Uesugi, Moori et Ukita. Mais Ishida Mitsunari ne semblait pas être vraiment apprécié par certains autres daimyo assez influents comme Fukushima Masanori et Kuroda Nagamasa par exemple, qui étaient commandants militaires sous les ordres de Toyotomi Hideyoshi. Une de ces raisons aurait été que Ishida Mitsunari était soi-disant mauvais sur le champ de bataille. Mais cela vient surtout de la seconde campagne d'invasion de la Corée par le Japon en 1598. Les forces japonaises rencontraient des soucis sur le champ de bataille. Les daimyo, à la tête des troupes sur place, ont violemment critiqué la stratégie en cours et voulaient qu'elle change au plus vite. Ils ont donc demandé à Mitsunari, qui avait un rôle de messager entre les daimyo et Hideyoshi, de faire parvenir le message à ce dernier. Mitsunari passa donc le message tel quel à Hideyoshi et cette réflexion le mit en colère. Il décida alors de punir ses daimyo en leur retirant des terres, ce qui créa de la rancœur envers Mitsunari. Un autre point qui va jouer en la défaveur de Mitsunari est qu'il n'a pas prévenu certains généraux à leur retour de Corée que Hideyoshi venait de mourir. Or, certains d'entre eux étaient très attachés à leur leader et n'ont pas vu cet oubli de Mitsunari d'un bon œil, ce qui a encore affaibli sa notoriété. Ainsi, l'insatisfaction à l'égard de Mitsunari n'a fait que grandir chez certains jusqu'à arriver à une tentative d'assassinat en 1599 par certains anciens généraux de Toyotomi Hideyoshi qui avaient combattu en Corée et qui étaient donc des anti-Ishida Mitsunari. Donc en gros, depuis la mort de Toyotomi puis de Maeda, l'administration Toyotomi est devenue incontrôlable. Mais Tokugawa Ieyasu va intervenir pour apaiser la situation en faisant en sorte que Mitsunari soit relevé temporairement de ses fonctions. Il est ainsi éloigné du château de Fushimi, au sud de Kyoto où il résidait, pour retourner au château de Sawayama, un peu plus au nord. Ainsi, il fut éloigné du centre de l'administration. Il sera aussi ordonné à Maeda Toshinaga de s'éloigner du centre et d'aller dans la région de Kaga. Donc Tokugawa Ieyasu est parvenu à écarter les deux principaux pro-Toyotomi de l'administration. Mais une rumeur court comme quoi ce serait Tokugawa Ieyasu qui aurait tiré les ficelles pour la tentative d'assassinat de Mitsunari, et cela va parvenir à ses oreilles. Et celui-ci, voyant aussi que Tokugawa Ieyasu commence à réellement organiser des mariages politiques en opposition avec le testament de Hideyoshi, va décider de monter au créneau et de ne pas lui pardonner cette trahison. Mais pour le moment, Mitsunari et le fils Maeda sont écartés, et la force d'Ieyasu grandit et le nombre de daimyo qui se joignent à lui augmente aussi. Mais tous les commandants n'étaient pas non plus en accord avec ce que Ieyasu était en train de faire. Notamment un certain Uesugi Kagekatsu de la région d'Aizu au nord du Japon qui refusa de se rallier à Ieyasu et continua à soutenir Mitsunari. Et du coup, Ieyasu commença à le soupçonner de plans de rébellion et le convoque. Mais le principal vassal de Uesugi, un certain Naoe Kanetsugu, envoya une lettre à Ieyasu pour lui notifier qu'il ne se rendra pas à sa convocation. D'un autre côté, il y a une sacrée trotte entre Aizu et Kyoto, et je rappelle que le Shinkansen n'existe pas encore à cette époque. Et au passage, il lui fait aussi savoir son point de vue vis-à-vis de ses actions. Dans une lettre, il aurait écrit à Ieyasu que « Vos agissements de ces derniers temps sont accablants. N'avez-vous pas quelque chose à dire à Hideyori-sama » donc le fils du défunt Hideyoshi. Tokugawa Ieyasu, en lisant cette lettre, entra dans une colère noire. En effet, étant bien au-dessus des personnes à l'origine de cette lettre, il voit cela comme de l'insolence et un affront direct de ses subordonnés. Donc ce serait cette lettre écrite par Naoe Kanetsugu qui aurait déclenché toute la suite à venir. En représailles à cet affront, Ieyasu décide de partir conquérir la région d'Aizu de Uesugi au nord du Japon tout en ayant reçu l'aval de l'empereur. Oui, parce qu'il est quand même là lui aussi. Cela montre toute l'influence qu'il possède sur le pays et fait bien passer le message que c'est lui le patron. Il avait de nombreux daimyo à ses côtés, comme Fukushima Masanori, Hosokawa Tadaoki et Kuroda Nagamasa, tous anti-Mitsunari au passage. Et c'est donc en juin 1600, 3 mois avant la bataille, que Ieyasu décide de faire payer à Uesugi son affront. Un mois plus tard, le 7 juillet, Mitsunari, toujours isolé, décida de publier une lettre qui dénonce les agissements de Ieyasu à chaque daimyo de la région d'Osaka, pour ainsi commencer à former une armée contre Ieyasu. Et comme ce dernier se dirigeait pendant ce temps vers Aizu, au nord-est du Japon, il laissa un certain vide à l'ouest et les anti-Tokugawa l'avaient vu venir et en profitèrent donc pour s'y rassembler.
ainsi naquit l'armée de l'Ouest, pas bien loin du lieu de la future bataille de Sekigahara dans la préfecture de Gifu. Et Tokugawa Ieyasu a pris cela une semaine plus tard, le 14 juillet, alors qu'il se trouvait à Oyama, dans la préfecture de Tochigi, au nord de Tokyo. Et en apprenant cela, il stoppa net sa progression vers Aizu pour revenir sur ses pas et renverser les forces mises en place par Mitsunari. Mais certains disent que la marche vers Aizu était en fait un plan de Ieyasu pour forcer le rassemblement des anti-Tokugawa et avoir l'occasion d'en finir avec eux. Ainsi, Tokugawa Ieyasu rassembla à Oyama toutes ses forces parties pour Aizu ainsi que certains daimyo de la région de Kanto. Et ainsi naquit à son tour l'armée de l'Est en juillet 1600. Lors de son demi-tour vers le sud-ouest, du coup, Tokugawa laissa son fils et quelques forces à Utsunomiya pour garder une pression sur Uesugi et le domaine Aizu. De son côté, l'armée anti-Tokugawa de l'Ouest décida du commandant général en chef, et ce n'est pas Ishida Mitsunari qui fut choisi, mais Mori Terumoto, qui était un daimyo bien plus riche et influent. De plus, Mitsunari n'était pas réputé pour ses capacités à la guerre. Mais on verra dans l'épisode 2 qu'au final, Mori Terumoto ne participera ni au commandement ni à la bataille de Sekigahara. Donc pour résumer simplement ce premier épisode, suite à la mort de Toyotomi Hideyoshi et Maeda Toshihie, l'administration Toyotomi s'est retrouvée bouleversée et c'est Tokugawa Ieyasu qui a tenté de prendre les rênes tout en essayant de mater les pro-Toyotomi qui lui faisaient de l'ombre. Et ainsi, chaque camp a formé sa propre armée, celle de l'Ouest pour Ishida Mitsunari et celle de l'Est pour Tokugawa Ieyasu, et ils sont maintenant en route pour se retrouver et en découdre à Sekigahara. Merci d'avoir suivi ce premier épisode. J'espère que le tout est resté assez clair et que tous ces noms japonais ne vous ont pas trop noyé. Et donc, dans le second épisode, nous allons voir comment la bataille en elle-même a commencé et s'est terminée. Aussi, les dates citées dans cet épisode correspondent aux dates du calendrier japonais de l'époque, qui possédait un retard d'1 mois et 1 semaine par rapport au nôtre. Donc il est possible que vous trouviez des dates différentes si vous cherchez des infos de sources, disons, occidentales. Comme d'habitude, un grand merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, et si vous souhaitez continuer à soutenir la chaîne, toujours les 3 classiques, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous pensez que cela peut intéresser d'autres personnes de votre entourage. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Wokini!